Alors, on a souvent parlé ici de cet engouement ces derniers mois pour les marchés boursiers, donc des investisseurs, des néophytes, des débutants, et c'est très bien. Mais cette découverte de la bourse n'est évidemment pas sans petits accros, en tout cas si on en croit le rapport de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers, qui a été publié il y a quelques jours. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On peut dire même que pour commencer, on va comme relativiser. Il y a plus de litiges liés aux ordres de bourse, mais on va relativiser puisque tous les recours aux médiateurs ne concernent pas nécessairement non plus la bourse et les nouveaux investisseurs. Non, exactement. Effectivement, on le voit très clairement dans le rapport du médiateur, plutôt de la médiatrice. Alors il s'appelle le médiateur, c'est une médiatrice. Marielle Cohen-Branche. Et effectivement, ce qui constitue le plus gros des litiges, ça reste surtout sur l'épargne salariale, les PEA, les successions, mais aussi les arnaques dont on parle parfois dans Ecorama et dont on va reparler un petit peu dans cette chronique. Ouais. Après, quand on voit l'année 2020 hors norme qu'on a eue, les marchés totalement erratiques, les phases de baisse, les rebonds, on dit que forcément, il y a dû avoir plus de recours, encore une fois, lié à cette période qui est absolument incroyable qu'on a vécue. Alors, il y a eu plus de recours. C'est pas non plus une explosion. Ce qu'on peut dire, c'est pas d'explosion. Non, c'est vrai. Non, mais juste pour... Je n'ai pas survendu le truc. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les épargnants sont peut-être... en tout cas un peu plus jeunes, ou en tout cas qu'ils ont fait aussi leur révolution numérique, puisqu'on se rend compte qu'ils sont désormais 58%. Alors on peut se dire que c'est un détail, mais je le trouve intéressant. Ils sont 58% à saisir le médiateur par le formulaire Internet. C'était 27% avant. Donc on voit que là aussi l'habitude des outils électroniques. Et on a une augmentation totale sur toutes les demandes de 14%. Elles ont été 1479 en 2020. Je rappelle que c'est le rapport 2020, c'était 1295 en 2019. Et une progression de 27% dans les demandes qui rentrent effectivement dans le champ de compétences. Parce que tout n'est pas forcément recevable par le médiateur. Mais qui ne sont pas effectivement dans le scope du médiateur. Et on pourrait se dire, quel est un petit peu le bilan? 53%, donc un petit peu plus de la moitié des demandes est favorable aux demandeurs, ça c'est bon à savoir. Dans 95% des cas, ces recommandations du médiateur sont des recommandations, mais elles sont suivies. Elles sont suivies par les deux parties. Et dans le cas où les demandeurs n'ont pas obtenu gain de cause, ils ne sont que 4% à ne pas être satisfaits. Donc c'est quand même un système qui marche pas mal. On peut parler aussi un petit peu argent, puisque le montant total des indemnisations obtenues grâce au médiateur, à l'intervention, c'est un peu plus de 530 000 €, avec une moyenne de 4 235 € par dossier éligible, puisque tous les dossiers ne donnent pas forcément matière à indemnisation, et une médiane à 404 €. Donc il y a une grande... Il y a une différence assez significative entre la moyenne et la médiane. Voilà. C'est l'objet d'ailleurs d'une partie assez complète du rapport, les litiges qui concernent, on l'a dit, les néophytes, les nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Le rapport donne le chiffre de 400 000 nouveaux boursicoteurs. Oui, c'est ça. Et c'est là où on est dans le cœur du sujet, si je puis dire, entre un mouvement assez différent entre, d'un côté, des nouveaux investisseurs qui arrivent, qui sont novices, qui ne maîtrisent pas forcément toutes les mécaniques boursières, de l'autre, des investisseurs qui, on le rappelle dans des séances qui ont été historiquement très volatiles, essayent de vendre un peu dans la panique, dans des conditions de marché extrêmement volatiles, donc ne sont pas exécutés comme ils l'attendaient et comme ils le croient. Et de l'autre, des gens qui sont isolés, sont chez eux, découvrent peut-être la bourse et puis se font avoir devant l'ordinateur par des publicités alléchantes, des arnaques qui peuvent leur coûter cher. Publicité mensongère. Ouais. Est-ce qu'on a des exemples de ces litiges On en a. On peut commencer par les enthousiastes, puisque le rapport, je suis désolé, je vais encore parler biotech, mais c'est pas moi, c'est la médiatrice qui le dit qu'il y a eu des attraits dans des secteurs attractifs comme les biotech. Et on a un cas, page 22 du rapport, on le mettra en lien. Il est intéressant ce rapport, il faut le signaler, c'est assez sympa à lire, parce qu'on pourrait se dire des fois c'est un peu... Là, il y a des cas concrets, beaucoup de cas concrets, et on comprend bien comment les erreurs peuvent avoir lieu. Page 22, on a cet épargnant, et il était très intéressé pour investir dans une biotech dont le cours est à 2,39 €. Le cours est suspendu en attente d'une annonce. Il veut quand même l'acheter, il passe un ordre d'achat au marché, donc c'est-à-dire l'ordre prioritaire, peu importe le prix, il prend. Voilà, et résultat, il a été exécuté, mais il a perdu 150 000 €, car il a été exécuté, David, à un cours 4 fois supérieur. Oh là. Oui. Et le cours n'a pas tenu, évidemment, derrière, c'est ça? Non, c'est surtout que lui, il voulait acheter à 2,39 € et en fait, il a acheté à 13,80 €. C'est pas tout à fait pareil. Voilà.
Bon, ok. Et qui est responsable là, pour le coup, on pourrait se dire, voilà, tant pis pour lui. Hein. C'est un peu ce qu'a dit, c'est un peu ce qu'a dit la médiatrice en disant qu'effectivement, faut bien maîtriser les ordres. Cette personne savait, elle avait l'habitude de passer ce type d'ordre. Elle avait été mise au courant, puisqu'il avait appelé son teneur de compte, qu'il y avait une suspension de cotation et que le cours risquait d'être exécuté à un niveau bien supérieur. Il a quand même confirmé son ordre. Donc, pour le coup, là, il n'y avait pas de doute véritable. Et donc, pour le coup, oui, il a été débouté. Ouais. Quelles sont, pour le coup, les recommandations qu'on peut avoir pour éviter ce genre de couac? Il y a des conseils qui sont donnés par la médiatrice, justement, et ça, aux investisseurs. Ouais. C'est très intéressant. Et là, on est vraiment dans le concret. Peut-être le premier, et c'est ce dont on a parlé vite, c'est les ordres. Maîtriser les ordres. Passation d'ordre. Ouais, il y a une explosion, c'est intéressant. La médiation, elle a reçu 5 fois plus de demandes concernant les problèmes d'exécution d'ordre de bourse en 2020 par rapport à 2019. Pardon ? C'est pas simple non plus. C'est pas simple non plus. Et puis, il y a des cas très particuliers. Il y a des gens qui, effectivement, se reprochaient à leur émetteur de ne pas avoir été capable, notamment sur des produits dérivés, d'animer le marché pendant des séances de baisse historique du CAC 40. Et donc, d'avoir été exécutés des fois sur des ordres à seuil de déclenchement à des niveaux bien inférieurs à ce qu'ils attendaient. Mais quand vous avez un marché qui perd 8-12%, effectivement, c'est pas simple. En tout cas, la morale de l'histoire, que vous soyez néophyte ou un peu plus confirmé, c'est bosser et essayer de bien comprendre les ordres de bourse. La différence entre un ordre à cours limité qui va vous garantir le prix, mais qui ne vous assure pas forcément d'avoir la quantité, d'être exécuté ou partiellement. Ouais. Je préfère ce cas de figure-là. Alors vous, comme moi aussi, mais parce que je suis un investisseur à la papa, faites attention aux ordres au marché où là, effectivement, c'est un ordre prioritaire. Vous serez exécuté, mais au niveau du prix, vous ne savez pas. Voilà, ou même le cours à meilleure offre, où vous avez la meilleure offre à un temps donné, mais vous n'êtes pas non plus assuré d'être exécuté en totalité, donc vous n'avez pas non plus totalement la maîtrise du prix. Donc ça, c'est quand même, si on peut passer un petit message à tous les gens qui nous regardent, même peut-être les plus chevronnés, ça vaut le coup de se replonger dans les différents types d'ordres et de bien mesurer, surtout dans des contextes, encore une fois, de forte volatilité, même sur les seuils de déclenchement, de bien comprendre, une fois que votre seuil de déclenchement est enfoncé, vous serez exécuté. Mais vous pouvez être exécuté beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. Il y a d'autres choses aussi, il y a des détails assez intéressants, c'est prenez-vous des marges. Ça veut dire prenez-vous des marges de temps et autres. On avait par exemple un épargnant qui reprochait à son émetteur de ne pas avoir passé un ordre, c'était sur un produit dérivé, il avait passé son ordre à 18h29 et 58 secondes pour un marché spécifique qui coûtait à 18h30. Là, on lui a dit non, écoutez, certes, vous étiez à 2 secondes avant la fin du marché, mais il fallait, l'émetteur garantissait un délai de réponse de 3 secondes, donc non, c'est pas possible. Garantissez-vous des marges. Quand vous achetez, vendez un titre, il y a des délais de ce qu'on appelle de règlement livraison. Vous n'en devenez pas immédiatement propriétaire, donc ne faites pas tout à la dernière minute. On pense aussi à ces gens qui bouclent leur position avant le 31 pour des raisons fiscales. Donc n'attendez pas le dernier moment. Autre recommandation, faites attention aux canaux par lesquels vous communiquez avec votre banque. Là aussi, dans un contexte extrêmement tendu, un épargnant qui dit à sa banque par mail, attention, vite, il faut sécuriser mon PEA, sauf que la banque avait bien précisé qu'elle n'accepterait pas de passage d'ordre par mail. Justement, quelles sont les recommandations pour les banques, pour le coup? On parle des clients, mais pour les banques? Ouais, alors pour les banques, il y a quand même l'idée que quand un client va vous donner une instruction incomplète ou ambiguë, il faut le recontacter. C'est-à-dire qu'effectivement, faut pas jouer le mort, entre guillemets, et si vous sentez bien que le client a un besoin, il faut le recontacter. Il faut aussi informer à chaque fois le client sur les impératifs, les limitations techniques que peut avoir sa position boursière. Je pense à un autre exemple concret, quelqu'un qui avait une action multilistée, multicotée, qui n'avait pas pu la vendre sur le marché domestique, qui voulait la vendre du coup sur un autre marché. Non, ce n'est pas possible parce que son teneur de compte était localisé en Europe. La banque a toujours ce devoir d'information, de lui dire attention, vous ne pourrez pas, certes vous avez des possibilités théoriques, mais elles ne sont pas forcément des possibilités pratiques. Laurent, on n'a pas informer, ça c'est vraiment le maître mot. Et informer aussi sur les arnaques, ce qu'on n'a pas évoqué. Il n'y a pas eu de répit en 2020 au niveau côté non, arnaque. Et c'est vrai je pense qu'il faut faire on fait un petit pas de côté par rapport au sujet, et encore, on va voir pourquoi. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a vu fleurir en 2020, dans un contexte là aussi de volatilité boursière incroyable, des arnaques. On a le portrait robot, en tout cas un petit peu de portrait robot de ces épargnants, 95 dossiers pour des épargnants âgés de 22 à 88 ans, une moyenne de 52 ans. Toutes les classes socio-professionnelles sont représentées, et David, les cadres sont plutôt même, les cadres supérieurs sont la catégorie la plus représentée.
donc c'est pas forcément un problème de niveau, de culture financière. Parfois, on peut se faire avoir. Il y a des pertes qui vont quand même de 300 € à 266 000 €, donc ça peut quand même coûter cher, hein. Et puis, on retrouve bien sûr les thèmes habituels du crypto, du forex, du diamant, des livrets à super rendement. Ce qu'on peut dire, par contre, et c'est ça le truc à bien prendre en compte, c'est que tout ça, c'est extrêmement professionnalisé. Des escrocs qui souvent usurpent l'identité d'une société de gestion bien établie, qui vont jusqu'à dupliquer les documents officiels, les appels. Ils vous envoient même des mails en disant « Attention, mail frauduleux ». Non mais voilà, ça va très loin. Ils se targuent, voilà. Forts, hein. Ils brandissent toutes les réglementations en vigueur, blanchiment terroriste, etc., etc. Et puis, il y a un côté plus raisonnable, c'est-à-dire que les promesses sont moins alléchantes. Avant, c'était systématiquement, donc ça reste alléchant, mais c'est moins alléchant, c'est plus crédible. Avant, il y avait toujours un virement à faire, on ne sait pas où. Là, c'est dans des pays qui sont plus proches de la France. On peut penser notamment au Portugal. Donc, tout ça fait crédible. On trouve quand même quelques points communs. C'est toujours des offres quand même alléchantes, des rendements qui sont supérieurs à la moyenne et quasiment jamais de risque, hein. Tout va toujours bien. Le rendement sans risque. Voilà, le rendement sans risque. Des contrats avec plein de clauses pour faire sérieux, hein, voilà. Et puis souvent, donc, des demandes de virement. Déjà, quand on vous demande de virer de l'argent à l'étranger, ça doit tilter. Et puis voilà, une utilisation de logos, on vous bombarde de logos officiels, y compris celui de l'AMF d'ailleurs. Tant qu'à faire. Hein. Donc voilà. Ouais, mais en même temps, si tout est bien contrefait et que voilà, il y a des blacklists à l'AMF, on peut consulter d'ailleurs. Mais voilà, pour le coup, on se fait avoir, on fait comment? Alors, si tout est contrefait déjà, et c'est peut-être un réflexe que les épargnants n'ont pas, c'est que souvent vous allez sortir de l'argent de votre banque traditionnelle ou de votre banque en ligne pour aller le mettre ailleurs. Et souvent vous le faites sans le dire à votre conseiller financier parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans l'idée que vous avez trouvé plus intéressant ailleurs. Ça, c'est la première erreur parce que lui, peut-être qu'il va essayer de vous en dissuader, mais il va avoir sans doute un œil plus professionnel que vous dans l'analyse des risques et pourra vous dire attention, moi je trouve ça quand même curieux qu'on vous fasse virer de l'argent à l'étranger. Le rapport cite un cas où le premier virement, en fait, l'épargnant n'avait rien dit. Le deuxième, il avait donné plus de précision à son conseiller financier qui l'avait bloqué en disant attention, là, il y a forcément un risque. Et puis l'autre, c'est ce numéro que je vais donner, c'est celui d'Épargne Info Service pour ceux vous pouvez le faire en ligne, mais le numéro, c'est bien pour ceux qui sont réticents. 01 53 45 62 00. Voilà, 01 53 45 62 00. Vous passez un coup de fil, et puis vous demandez à des pros, voilà, vous demandez à des experts. J'ai reçu ce type d'offre, je me demande ce que ça vaut, est-ce que vous pouvez regarder? Et ça, c'est quand même la meilleure garantie avant de virer des 10, 20, 15 000 euros que vous risquez de ne jamais revoir. Voilà, on voulait vous parler, c'est chose faite, donc de ce rapport du médiateur de l'autorité des marchés financiers sur 2020, avec plus de litiges qui concernent notamment, on l'a vu aussi... Mais pas une explosion. Mais pas une explosion, qui concerne les novices, notamment les novices en bourse. Merci Laurent. Merci David. Bonne journée.